Alors bonjour à tous. Je vous remercie, professeur Gharbi. Je remercie les organisateurs, professeur Belkhadir et professeur Ben Abed, pour cette excellente initiative par rapport à la Journée mondiale du diabète. Le lieu, la ville de Lyon, c'est vraiment extraordinaire et je suis très ravie puisque c'est ma première fois à Lyon et je suis franchement ravie d'être parmi vous. Je me sens au sein d'une famille. Alors, les slogans du diabète, c'est diabète et famille, et moi je suis au sein d'une famille, et ça c'est extraordinaire. Ça permet vraiment d'élaborer énormément de choses et de projets et d'aller de l'avant. Et donc, dans ce cadre de la continuité du diabète, la nouvelle classification du diabète, est-ce qu'il y en a réellement une? Est-ce que on passe d'une classification hétérogène vers une classification de plus en plus homogène? En tout cas, on espère. Et on va voir un petit peu quels sont le rationnel et pourquoi on pense, ou peut-être que dans quelques années, il n'y aura plus de cette classification diabète de type 1 et diabète de type 2. Alors le diabète, cette épidémie mondiale, ces slides, vous les connaissez. Et donc en tout cas, sur le plan du diabète de type 2, puisque c'est celui qui nous intéresse le plus, on sait qu'il y a de plus en plus de personnes diabétiques de type 2. Ce qui est attendu en 2045, c'est 693 millions, un chiffre alarmant, dont la moitié ne sont pas diagnostiqués. Et en effet, dans le diabète de type 2, sûrement que tous nous ne sommes pas égaux. Nous ne sommes pas égaux face à la génétique, nous ne sommes pas égaux face à l'hérédité du diabète, nous ne sommes pas égaux face à l'environnement, face à l'alimentation. Et donc, qu'est-ce que nous, cliniciens, chercheurs, on pourrait faire pour essayer justement d'homogénéiser, pour essayer d'individualiser notre prise en charge? Donc classiquement, le diabète de type 1 auto-immun, donc c'est un diabète qu'on connaît auto-immun par des anticorps qui sont cytotoxiques pour les cellules bêta. Et en général, le diabète de type 1 auto-immun va arriver en fin de course à une insulinodéficience complète. Et il y a le diabète de type 2, qu'on va dire diabète secondaire à l'obésité. C'est un diabète qui est plutôt dans un contexte de surpoids et d'obésité. On peut dire que c'est un diabète secondaire à l'obésité et au surpoids. Mais on sait aussi qu'il y a d'autres types de diabète, les diabètes maudits, le Maturity Onset Diabetes of the Young, c'est des diabètes qui sont liés à des déficits génétiques, notamment de la glucokinase de type 2 ou de type 3, les diabètes génétiques liés à des défauts de l'action de l'insuline. Quand on a une mutation du récepteur de l'insuline, même qu'on soit d'IMC égal, si on a une mutation du récepteur de l'insuline, l'insuline ne va pas agir et on aura un diabète lié à ce déficit d'action d'insuline. Nous avons les diabètes secondaires aux pancréatopathies et aux endocrinopathies. J'entends par là, par exemple, les cancers du pancréas, les pancréatectomies. Nous avons des diabètes secondaires et puis nous avons les diabètes secondaires aux endocrinopathies type maladie de Cushing, quand on a une sécrétion de cortisol de manière importante, les acromégalies par exemple. Et puis les médicaments et les infections. Alors les médicaments notamment ici à Lyon, par exemple, la corticothérapie est un médicament qui va être pourvoyeur du diabète, mais aussi d'autres médicaments. Et dans notre recherche de plus en plus fructueuse, nous avons des antitumoraux, notamment les anti-PD1, par exemple, dans le cancer, le mélanome, qui sont utilisés aujourd'hui. Et nous sommes, nous, cliniciens, c'est important qu'on connaisse tous ces diabètes, puisque nous aurons des patients qui, dans le cadre du traitement du cancer, vont avoir des antitumoraux qui vont être pourvoyeurs de diabète. Mais de manière plus récente, même dans les stades de diabète de type 1, dans le diabète de type 1, on sait que maintenant, il y a plusieurs stades. Et que dans le diabète, dans l'ISPAD 2019, quand on a un diabète de type 1 auto-immun avec des présences d'anticorps IA2, anti-ILO ou même des anticorps anti-ZNT8, nous avons le stade 1 qui a plusieurs anticorps mais avec une glycémie normale et présymptomatique. Le patient reste encore présymptomatique. Le stade 2 avec plusieurs anticorps, une glycémie élevée, le patient reste présymptomatique. Et puis le stade 3, le patient qu'on voit
dans notre cabinet ou dans notre hôpital avec une auto-immunité positive, une glycémie élevée, mais le patient est symptomatique. On ne voit pas les stades 1 et les stades 2, et c'est peut-être aussi tout le changement des stadifications, le changement des classifications. C'est peut-être qu'en classant des diabètes un peu plus, on va dire, de manière un peu plus précoce, on va les prendre en charge de manière plus précoce pour toujours le même objectif qui est le traitement précoce et donc un coût moins élevé, des complications moins importantes. Et puis le stade 4, le type 1 ancien, avec un patient qui est totalement déficient en insuline. Alors ça, c'est concernant le diabète de type 1. On sait qu'il y a plusieurs stades. Et puis, ensuite, entre le diabète de type 1 auto-immun et le diabète de type 2 lié à l'obésité, on sait que quand même l'insulinorésistance et le syndrome métabolique est situé entre les deux. Et quand on a un patient, on a tous des patients qu'on ne sait pas trop classer et on ne sait pas trop identifier, phénotyper, parce qu'ils sont peut-être type 2, mais il y a quand même des anticorps, ou ils sont type 1, mais il y a quand même un syndrome métabolique. Et je pense qu'on sera de plus en plus concernés, parce qu'avec la prévalence de l'obésité, on aura des types 1 obèses. Alors, qu'en est-il des types 1 obèses? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des implications thérapeutiques? Donc, les types 1 insulino-résistants, les types 1 avec syndrome métabolique, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant et on prendra le temps d'en parler vraiment un petit peu, de manière un peu plus détaillée. Puis le LADA, qui est le Latent Autoimmune Diabetes in the Adult, c'est-à-dire un patient qui est diabétique avec des anticorps, mais toujours avec une présence d'insulinosécrétion. Alors justement, regardez ces différences phénotypiques. On a notre diabétique de type 1, jeune, avec des anticorps, moins de 20 ans. Lui, on sait que c'est plutôt ce qu'on a appris, le classique. Le diabète de type 2, obèse, avec une sécrétion d'insuline encore présente, mais une insulinorésistance importante, puisqu'il est avec un IMC important, une sensibilité à l'insuline qui est vraiment moindre, puisqu'il est très insulinorésistant. Mais entre les deux, il y a plusieurs catégories de diabète. Le diabète de type 1 adulte, et on sait que de plus en plus, on voit qu'il y a des diabétiques de type 1 adulte. Et puis les LADA, avec des GAD plus élevés, des GAD moins élevés. Mais si on voit le double diabète, et je l'appelle double diabète, c'est une appellation qu'on voit de plus en plus, un diabétique de type 1 obèse, un diabète de type 1 insulinorésistant. Alors, si on voit ce diabétique de type 1, en général, qu'est-ce qu'on a comme symptomatologie clinique? Qu'est-ce qu'on a dans notre consultation, à l'interrogatoire ou dans le cadre de cette observation? On a parfois des antécédents familiaux de diabète de type 2 chez ce patient, d'accord, avec un IMC un peu élevé. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce patient, il a une survenue plus fréquente de complications microvasculaires. Et surtout, un risque augmenté de néphropathie diabétique si la mère est diabétique de type 2. Et ça, c'est des études qui ont démontré que l'odds ratio, le hazard ratio de faire une néphropathie diabétique est plus important quand la maman est diabétique maman diabétique de type 2 chez un diabétique de type 1 auto-immun. Et donc, quand on a l'auto-immunité et l'insulinorésistance, c'est plus grave. D'accord? Donc, facteurs génétiques, certes, antécédents familiaux de diabète de type 2, et on sait que c'est génétique, et l'auto-immunité va faire augmenter la néphropathie, donc les complications microvasculaires, mais aussi l'augmentation des facteurs de risque cardiovasculaire, parce que c'est un syndrome métabolique à part entière, un patient diabétique de type 1, mais qu'il y a aussi des facteurs de risque cardiovasculaire, et donc augmentation du risque de complications. Ça change la donne, parce qu'avant, on disait qu'un diabétique de type 1, le risque de faire des complications macrovasculaires était beaucoup plus faible, puisqu'il avait du temps pour faire la dyslipidémie hétérogène, pour faire les complications cardiovasculaires. Mais s'il a de l'insulinorésistance et s'il a des antécédents de diabète de type 2, peut-être qu'il sera presque comme un diabétique de type 2, en tout cas un diabète double. Alors du coup, quelles sont les implications thérapeutiques de ce diabète double? Toujours un diabétique de type 1, auto-immun, avec présence d'anticorps, mais qui présente des antécédents génétiques de diabète de type 2. La metformine, se pose la question de la metformine. Est-ce que chez nos diabétiques de type 1 insulinorésistants avec syndrome métabolique, est-ce qu'on peut utiliser la metformine?
Ben, il y a des études, et puis là, c'est une revue de la littérature qui montrait que oui, on peut utiliser la metformine chez ces patients, puisqu'il y a premièrement un impact sur le poids, avec une perte de 1 à 2 kg, une moindre dose d'insuline, puisqu'il y a une insulinosensibilisation par rapport à ce traitement, et même une probable diminution du risque cardiovasculaire. Alors, qu'en est-il des nouvelles thérapeutiques, par exemple l'agoniste du GLP-1? On sait tous, avec l'étude LEADER, qu'il y a eu une amélioration du risque cardiovasculaire pour les diabétiques de type 2. Mais qu'en est-il du diabétique de type 1, insulino-résistant? Le programme adjonct a été fait dans ce sens-là. 2 grandes études publiées dans des grands journaux qui montraient que l'agoniste du GLP-1 montrait une amélioration, que ce soit donc liraglutide 1,2 mg ou 1,8 mg, pardon, a permis d'augmenter, d'améliorer l'hémoglobine glyquée, de diminuer la dose journalière d'insuline, mais aussi de diminuer le poids de 1 à 5 kg. Et ceci a été vu, regardez les patients, donc c'est des diabétiques de type 1, d'accord? Diabétiques de type 1 auto-immun, avec un IMC à 29, donc des patients métaboliques, avec une hémoglobine glyquée de départ à 8,1%. Donc peut-être qu'en phénotypant ces patients de manière plus importante, de manière plus précise, peut-être qu'on va les aider sur le plan thérapeutique. Donc réduction du poids, dose dépendante, amélioration glycémique liée au traitement, compensée par une insulinothérapie en trade to target, et diminution des besoins proportionnels à la perte de poids. Et puis récemment, les inhibiteurs du SGLT2, on sait que c'est un médicament qui est utilisé dans le diabète de type 2. Les études, notamment l'Ampareg ou Canvas, des études ont montré que les inhibiteurs du SGLT2 diminuaient la mortalité cardiovasculaire. Mais alors justement, récemment, ces inhibiteurs du SGLT2 ont permis même chez le patient diabétique de type 1 de baisser l'HbA1c, le poids, et la FDA a même autorisé la sotagliflozine comme premier traitement oral approuvé chez le patient DT1. Récemment, le NICE 2019 a montré même l'efficacité de la dapagliflozine recommandée chez le DT1 avec un IMC supérieur à 27, des patients déséquilibrés avec dose supérieure à 0,5 unités kilo, bien sûr, à condition de faire des éducations sur l'acidocétose. On sait que les inhibiteurs du SGLT2 sont pourvoyeurs d'une acidocétose euglycémique et pas hyperglycémique comme dans les autres cas, avec une évaluation à 6 mois. Alors tout ça, je pense que ça nous pousse à réfléchir que nos diabétiques ne sont pas tous pareils. On a tous dit, professeur Belkhader le dit très bien, il y a un patient diabétique, on ne traite pas le diabète, on traite le patient diabétique, et encore plus, même sur le plan phénotypique, génotypique, il y a plusieurs patients diabétiques, ils ne se ressemblent pas du tout. Et donc, en tout cas, à travers les recherches cliniques et scientifiques, on voit qu'il y a de plus en plus de choses à pratiquer chez ces patients, puisqu'ils sont tous vraiment différents. Alors justement, l'auto-immunité d'un côté, l'insulinorésistance de l'autre, le double diabète, mais entre eux, il y a plusieurs phénotypes. Il y a un patient diabétique de type 1 très insulinopénique, c'est le patient jeune, insulinopénique, insulinodéficient, très sensible à l'insuline. Il y a le diabète de type 2 très insulinorésistant, qui va être secondaire à l'obésité, mais ce n'est pas que noir, que bleu ou rouge, c'est peut-être parfois multicolore, et donc le DT1 insulino-résistant existe, et il y a même des implications thérapeutiques, donc c'est pratique, et le patient diabétique de type 2, même à anticorps positifs, existe. Et donc tout ça, c'est important. Justement, à travers cette réflexion, c'est justement qu'en est-il sur le plan clinique pour nos patients? Qu'est-ce qu'il faut utiliser comme classification? Premièrement, pour améliorer le diagnostic, pour phénotyper les patients et individualiser le traitement, puisque c'est des traitements qui vont différer de ce qu'on aura comme option phénotypique. Récemment, une étude scandinave a vraiment permis de passer peut-être vers une classification du diabète en 5 sous-groupes et plus de sous-groupes. C'était une étude qui a été évaluée chez 14 652 patients
avec donc en premier abord sur la cohorte 3 clusters, 3 sous-groupes, diabétique de type 1, diabétique de type 2 et l'ADA. Sauf que en étudiant l'âge au diagnostic, l'IMC des patients, les anticorps anti-GAD, l'HbA1c de départ, et puis l'homéostasie glucidique, la sensibilité à l'insuline, mais aussi la fonction des cellules bêta, combien encore nos cellules bêta sont encore aptes à sécréter de l'insuline. En utilisant, c'est quand même 5 éléments qui sont possibles en pratique courante, hein, c'est pas quelque chose qui est très difficile. Et ben en utilisant ça, on a pu mettre en place, ils ont pu mettre en place 5 sous-groupes de patients, et on va les voir un peu plus en détail. Alors, le premier groupe a été appelé diabète sévère auto-immun. C'est le fameux diabète de type 1 ancien. 6,4% de la cohorte. BMI faible, faible contrôle glycémique, insulinodéficience et anticorps anti-GAD positifs. Ensuite, le SID, le Severe Insulin Deficiency Diabetes, 17,5%. C'est un patient qui ressemble à un diabétique de type 1, mais qui a des anticorps anti-GAD négatifs. Donc BMI faible toujours, insulinodéficience, mais les GAD sont négatifs. Et on va voir que c'est peut-être pas un diabétique de type 2 authentique. Le SIRD, le Severe Insulin Resistant Diabetes, 15%, c'est le fameux diabétique de type 2, peut-être qu'on connaît, à BMI élevé, insulinorésistance importante. Le MOD, le Mild Obesity Related Diabetes, 21%, caractérisé par des obésités essentielles sans insulinorésistance. Et ça, c'est assez réconfortant parce qu'on a tous dans nos cabinets des patients très obèses, mais dont le diabète, en fin de compte, n'est pas très difficile à équilibrer, ou même peut-être à un stade à 6,4% ou 6,5%. Et on se demandait pourquoi ces patients ne sont pas réellement difficiles. Mais en fait, c'est parce qu'ils sont peut-être pas du tout insulinorésistants, ils sont obèses, mais non insulinorésistants, ils font partie de la 4e catégorie du diabète. Et puis enfin, le MARD, le Mild Age Related Diabetes, 39%, des désordres glycémiques modestes liés à l'âge. D'accord? Et donc, en faisant peut-être cette nouvelle classification, hein, c'est bien sûr, ça a ses points négatifs, hein, il faut qu'elle soit bien publiée, bien refaite sur plusieurs autres populations, mais en tout cas, dans cette population, dans 3 cohortes différentes, ça a permis de définir ces 5 sous-classes. Et puis la question, c'est qu'en est-il sur le plan pratique? Est-ce que quand on est 1, 2, 3, 4 ou 5, est-ce que le traitement diffère? Est-ce que les complications diffèrent? Eh bien, la réponse est oui. Regardez au niveau thérapeutique, l'insuline, on l'utilise dans le cluster 1 et 2, c'est-à-dire les patients insulinodéficients. C'est logique, vous allez me dire. La metformine, est-ce qu'on l'utilise chez d'autres clusters? Oui, peut-être que le 4, c'est-à-dire le patient qui est insulinorésistant ou le patient qui est modestement insulinorésistant, la metformine va agir de manière plus importante. Alors, la facilité d'équilibrer les patients n'est pas la même en fonction des 5 classes de traitement. Et donc, pour les complications, le SID, les patients qui sont insulinodéficients sévères sans anticorps vont avoir une incidence de rétinopathie diabétique plus importante. Donc, chez ces patients, peut-être qu'il faut un contrôle du fond d'œil de manière plus importante, de manière plus précoce, de manière un peu peut-être plus annuelle ou tous les 6 mois. En tout cas, il y aura peut-être des implications dans ce cadre-là. Et puis le SIRD, le Severe Insulin Resistant Diabetes, c'est-à-dire la classe 3, c'est des incidences et précocités de la néphropathie diabétique et prévalence de la NASH et du syndrome métabolique. On comprend, puisque le substrat, c'est l'insulinorésistance, l'inflammation. Cette inflammation peut être vue au niveau des cellules hépatiques, au niveau des cellules bêta, et donc c'est le rationnel de ce patient. La question qu'on s'est posée, que se sont posées ces chercheurs, c'est est-ce qu'il y a une composante génétique? Est-ce que ces 5 classes thérapeutiques vont différer au niveau de la génétique? Est-ce qu'il y a un variant génétique qui va dire que ce patient va être cluster 1, cluster 5? Non, la réponse est non. Absence d'association d'aucun variant génétique ou différents sous-groupes. Donc, c'est vraiment sur le plan phénotypique, c'est-à-dire qu'en prenant en considération les 5 éléments au départ, l'IMC, l'âge au diagnostic, l'hémoglobine glyquée, la résistance ou la sensibilité à l'insuline, on pourrait les classer différemment.
Donc, on va vers une classification homogène. Peut-être que la classification, depuis 20 ans qu'on utilise diabète de type 1, diabète de type 2, va devoir évoluer, comme on évolue tous, pour avoir peut-être 5 classes de diabète. Le diabète auto-immun grave, le diabète avec une grave déficience, le diabète avec une résistance à l'insuline importante, le diabète modéré en lien avec l'obésité, et le diabète modéré lié à l'âge. Peut-être que d'ici une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on verra carrément des recommandations thérapeutiques en fonction de l'HbA1c, mais aussi en fonction de ces stades de diabète pour avoir une prise en charge plus adaptée. Enfin, c'est sûr que la présentation clinique et l'évolution va permettre peut-être de différer ces diabètes. Le traitement et la surveillance des complications adoptées en fonction des sous-groupes. Peut-être qu'aussi qu'il faut prendre en considération que c'est une photographie. Alors ça ne prend pas en considération les effets du vieillissement et le changement d'une catégorie à l'autre. C'est-à-dire que je peux commencer dans le 3, le 4 et peut-être passer dans le 2 ou le 1. C'est dans le 2 peut-être, parce que je peux être obèse, peut-être insulino-résistant, mais je peux diminuer mon poids et passer en 3. Peut-être qu'il faut prendre ça en considération. Il faut en tout cas ouvrir la piste à des essais cliniques ultérieurs pour personnaliser le traitement davantage, pour rejoindre le maître mot de l'ADA, de l'EASD, de la SFD, de la Ligue contre le diabète, de la SMEDIAN, de toutes les autres sociétés savantes, qui est l'individualisation du traitement de plus en plus réelle pour que nos patients aient une prise en charge la plus adaptée. Merci beaucoup pour votre attention.